Les îles Canaries forment un archipel de l'océan Atlantique situé au large des côtes du Maroc. Les Canaries font partie de la Macaronésie, un ensemble géographique regroupant les territoires insulaires volcaniques des îles Canaries, de Madère, des Açores et du Cap-Vert, situés à l'ouest et proche des côtes nord-africaines. L'archipel des îles Canaries est le plus grand et le plus peuplé de la Macaronésie. L'archipel forme l'une des 17 communautés autonomes d'Espagne. La communauté autonome des Canaries, divisée en deux provinces, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife. Jusqu'en 1927, Santa Cruz de Tenerife est la seule capitale de l'archipel, mais cette ville doit, à partir de cette année-là, partager cette fonction tous les 4 ans avec la ville de Las Palmas de Grande Canaries. Juba II, roi romain qui régna 30 ans avant Jésus-Christ, époux de la fille de Cléopâtre, avait envoyé une expédition aux îles Canaries. Il aurait nommé les îles Canaries en raison des chiens de Garenne particulièrement féroces et Canarius signifiant les chiens en latin et non pas en référence aux petits oiseaux jaunes comme plusieurs personnes le croient. Hola a todos, bienvenidos en Espagne. Alors bienvenue tout le monde en Espagne. Alors nous allons visiter en premier lieu les archipels des îles Canaries. Les îles Canaries sont formées de 8 îles et nous résidons sur la plus grande d'entre elles, Tenerife. Tenerife sur laquelle se trouve le plus grand des volcans, la plus haute montagne d'Espagne, le volcan Teide que nous allons visiter. Notre ville hôtesse sera Puerto de la Cruz, un magnifique village, même une grande ville située sur le bord de la mer, tout comme notre hôtel qui se trouve à flanc de montagne, un hôtel 5 étoiles avec vue sur la mer. Alors on se laisse sur ces quelques images et sur une description plus détaillée et on se retrouve pour les excursions et la visite du pays. À bientôt! À la fin du 19e siècle, les premiers touristes anglais découvrirent Puerto de la Cruz et à partir de 1950, la ville devint un important centre touristique. La ville, située sur la côte nord de Tenerife, est reconnue pour ses plages de sable volcanique noir. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom. Voici quelques autres points d'intérêt de Puerto de la Cruz. Sur le front de mer, Lago Martianes, un grand ensemble de piscines d'eau salée conçu par le célèbre artiste et architecte César Marinque, originaire de l'île voisine, Lanzarote. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi. Le vieux port accueille la Batteria de Santa Barbara, un fort du 18e siècle, tombant malheureusement en ruine. On peut également visiter le Castillo de San Felipe, le jardin d'acclimatation de la Orotoba, fondé au 18e siècle et dans lequel on peut admirer plusieurs plantes tant des îles Canaries
que d'autres parties du monde. Le parc possède également une importante collection de perroquets, loros en espagnol, qui lui donnèrent d'ailleurs son nom. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom, shiribiribi, pom 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 pom. Et finalement, l'Église de tous les saints du 14e siècle de culte anglican. Nous séjournerons dans le magnifique hôtel 5 étoiles Best Semiramis que nous allons visiter immédiatement. Tout de suite après, notre aventure en Catalogne se poursuit sur l'île de Tenerife. Bienvenidos al Hotel Semiramis y a Tenerife. L'hôtel Bess Semiramis, surplombant la mer, est un magnifique complexe 5 étoiles tout inclus. Il est empreint d'une atmosphère détendue et relaxante. Les chambres lumineuses disposent d'un balcon avec vue sur la mer. L'établissement comprend un restaurant de type buffet doté d'une terrasse, ainsi qu'un bar au bord de la piscine. Il possède également une salle de fitness, plusieurs courts de tennis, un spa, une piscine extérieure chauffée et un bain à remous. Alors aujourd'hui, on prend un autobus nolisé qui nous emmènera directement visiter la partie sud de l'île, plus particulièrement les belles plages qu'on y retrouve. Alors amenez votre huile solaire et votre serviette. Bonne journée! On retrouve environ 72 plages pour tous les goûts à Tenerife, la plupart de grandeur moyenne ou petite, certaines de sable blond, d'autres de sable volcanique noir dans un environnement urbain ou naturel. Le secteur que nous allons visiter aujourd'hui se nomme Playa de las Américas. Il s'agit d'une station balnéaire huppée connue pour ses plages naturelles et artificielles,
ses spots de surf populaires et sa vie nocturne animée. La promenade de Las Américas est bordée de boutiques et de restaurants. Voici la playa Las Américas avec un boardwalk de 5 km. On retrouve différentes petites plages ici et là. Alors, il y a la plage Las Vistas, Cristal, et voilà, il y en a plein comme ça tout le long. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, le sable est plus beige, plus doré, comme on voit normalement sur une plage habituelle, parce qu'il a été directement importé d'Afrique. Et en parlant d'Afrique, il y a beaucoup de vendeurs comme ça sur la plage qui vendent des trucs qui viennent du continent africain. Tout le long de la promenade, on peut trouver des condos de luxe à prix exorbitants, des petites boutiques, des restaurants à prix très abordables. Et on peut louer également des chaises pour 3 € chacun. C'est vraiment pas cher. Et c'est très relaxant. Aujourd'hui, nous allons explorer le jardin botanique situé à quelque part dans notre hôtel. Il semblerait que ça vaut le détour. Fondé il y a plus de 200 ans, le jardin d'acclimatation de la Orotava est le plus vieux jardin botanique des îles Canaries et l'un des meilleurs endroits de Tenerife pour se promener dans la nature. Les amoureux de botanique y découvriront de nombreuses espèces végétales, notamment d'origine tropicale, et à certains moments, nous avons même la sensation d'être en plein milieu de la jungle. Se promener et prendre des photos entre les fleurs tropicales ou se reposer au pied d'un des arbres anciens qui semblent sortir d'un conte de fées, comme le ficus, aux énormes racines déterrées. Mais prenez garde où vous marchez pour ne pas vous enfarger et trébucher sur les racines. Alors, nous partons ce matin à l'aventure dans ce magnifique bus moderne pour explorer l'est de l'île et ainsi aller découvrir le principal volcan. Alors, un petit arrêt de quelques minutes dans ce petit village typiquement espagnol à flanc de montagne, le village de Masca. Alors, on y retrouve des restaurants et des boutiques à flanc de montagne et un décor, une vue panoramique vraiment extraordinaire. Alors, un petit coup d'œil là-dessus sur l'air d'un petit chanteur ici au centre de la place principale. Et on poursuit notre route. Africano es solo el sur y solo el negro africano. África es también el norte, esclavo negro, esclavo blanco. Hijo de la esclavitud, de la
Alors ici, on voit l'œuvre d'une explosion volcanique qui a formé ce qu'on peut dire des pétales. D'ailleurs, on l'appelle la marguerite. Je sais pas pourquoi. Alors voici un des 248 volcans formant l'île. Aucun, cependant, sont actifs. Ils sont tous endormis, heureusement. Alors, nous sommes comme ça au pied du volcan, mais nous nous trouvons en même temps dans son cratère, le plus grand cratère des îles océaniques au monde. Le cratère mesure à lui seul 17 km. Alors, nous sommes toujours escaladés ici le flanc du volcan. Nous montrons jusqu'à environ 2500 mètres. Alors, c'est très beau, le paysage est très volcanique, comme vous pouvez le remarquer. Au-dessus! Un autre arrêt dans un petit village typique le long de notre route. Celui-ci s'appelle le Garachico. Alors, très typique avec son église au centre du village, un beau petit parc. Des restaurants, des boutiques, bien entendu, et nous, on fait une petite halte pour manger quelques tapas. Jambon, pain, fromage, quelques frites. Bon appétit! Alors voici que la première partie du voyage est terminée. Alors nous avons passé 6 jours à Tenerife. Après un vol intérieur d'environ 4h05, nous allons séjourner dans la ville de Palma. Palma étant la capitale de l'île espagnole qui s'appelle Majorque. Fondée en 123 avant notre ère, Palma fut un port important en Méditerranée en raison de sa position stratégique au large de Valence, à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui attisa la convoitise d'un grand nombre de peuples, les Romains, les Vandales et les Byzantins, et même les Vikings s'y succédèrent avant que la ville ne devint la capitale du royaume de Majorque, intégrée successivement aux couronnes d'Aragon, puis d'Espagne. Son nom remonte à sa fondation par un sénateur romain qui lui donna le nom de Palma en référence aux palmes reçues lors de son triomphe à Rome. Le renouveau économique de Palma se fit de pair avec le développement de la marine à vapeur, notamment avec la mise en service du bateau à vapeur entre Barcelone et le port de Palma. Une grande partie des immeubles historiques les plus importants datent du 13e et du 14e siècle et montrent les caractéristiques du style de l'architecture gothique, notamment la cathédrale, et le style composite mort catalan et moderniste
du palais royal de l'Almudaina. Depuis le début du 21e siècle, Palma est une ville foncièrement marquée par l'économie touristique. La ville accueille un grand nombre de visiteurs attirés par sa position géographique exceptionnelle, ses charmes culturels et son bon niveau de sécurité. Couvrant un peu plus de 208 km², la ville est la 8e d'Espagne par sa population permanente. Mais juste avant de commencer notre tour de ville, voici notre hôtel dans lequel nous séjournerons 12 jours. Cet hôtel à l'atmosphère détendue se trouve à 5 minutes à pied de la plage la plus proche et à 12 km du centre historique de la ville de Palma. Buenos días, bienvenido al Hotel Rosleo. Está usted en Can Pastilla, Palma de Mallorca. Les repas sont tous inclus au restaurant doté d'une terrasse ainsi que de 2 bars, dont un à la piscine. Les chambres sont de catégorie supérieure avec un mobilier sobre et de bon goût. Il comprend également une grande piscine extérieure. Un petit détour pour aller visiter le quartier allemand. Alors, on retrouve ici plusieurs boutiques et restaurants d'origine germanique. Et c'est ici qu'a débuté le tourisme, ici sur l'île de Majorca, les premiers touristes étant allemands. On est où là, Yvon? On est perdu, je sais plus où aller. On est perdu? J'ai trouvé où nous sommes, mon cher Yvon. Nous nous trouvons dans le quartier Casco Antiguo, comme le nomment les Mallorquins, soit le centre historique de la ville. Il est délimité par les Avenidas qui occupent la place des anciennes murailles de la Renaissance détruites au 20e siècle. Il s'agissait du lieu de résidence de la noblesse mallorquine, d'où les magnifiques palais qui jalonnent la zone. Mais la vieille ville, telle qu'on la connaît, ce sont aussi de superbes hôtels et des boutiques, tous plus ravissantes les unes que les autres. Un petit arrêt devant la basilique et cloître de San Francesc. Il a été édifié entre le 14 et le 15e siècle. Il s'agit d'une basilique qui mêle le style gothique et le style Renaissance. On dit qu'ici, l'église et le cloître Saint-François forment un des meilleurs ensembles architecturaux ici à Palma de Mallorca. La cathédrale est située en plein cœur de la ville et elle domine le rivage de la Méditerranée au-dessus des fortifications médiévales de la cité. Elle forme, avec le palais voisin de l'Almudaina, le symbole visuel de Palma, visible de toute la baie.
Le roi d'Aragon, Jacques Ier le Conquérant, après avoir repris l'archipel des Baleares aux mains des musulmans, décide de faire démolir l'ancienne grande mosquée pour édifier au lieu et place une grande cathédrale dédiée à la Vierge Marie. Dans les années 1970, la construction du parc de la mer s'interpose entre la mer et la cathédrale. Le style est gothique dit catalan, avec un toit presque plat, ce qui la distingue du modèle français classique. Les différentes chapelles intérieures contiennent les sépultures des membres de la famille royale de Majorque, ainsi que les sépultures de plusieurs évêques. Son intérieur est illuminé par 7 rosaces ainsi que par 83 vitraux. La principale rosace représente une étoile de David. 2 fois par année, le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, et le 2 février, jour de la Vierge Calendaria, vers 8 heures le matin, un rayon lumineux part de la rosace principale et projette la rosace sur le mur opposé. Un autre phénomène remarquable se produit au solstice d'hiver. Nous voici rendus sur la Rambla, une promenade avec de nombreux cafés, restaurants et magasins destinés aux touristes. Il fait directement référence au célèbre boulevard barcelonais, la Rambla. Plus qu'un marché classique catalan, le Mercat de l'Olivar vous offre une expérience sensorielle. Couleurs, sons, odeurs, textures se mélangent d'une façon délicieuse. Un des éléments les plus emblématiques du paysage majorquin est le moulin à vent. Auparavant, la vie dans la campagne majorquine gravitait autour des moulins. Aujourd'hui, ils font partie du paysage, de l'histoire et du patrimoine culturel. Peu de lieux réunissent autant de moulins, qu'il s'agisse de moulins à blé ou à eau. De nos jours, peu sont encore en activité, mais ils suscitent néanmoins toujours un grand attrait. Les moulins à farine apparaissent au cours du XIIIe siècle pendant la conquête catalane. Majorque compte quelques 700 anciens moulins à blé, certains restaurés comme témoins d'une époque où Majorque était un grand producteur de céréales. D'autres moulins ont été reconvertis en logements. Il y a aussi près de 3000 moulins destinés au pompage à l'eau.
Ce matin, nous nous rendons à la gare intermodale pour prendre un autobus direction port de Polança. Situé à environ 1h15 de Palma, il s'agit d'une petite ville au nord de Majorque, située dans la baie de Polança. Cet ancien village de pêcheurs a été rendu populaire grâce à Agatha Christie avec son livre « Problème à Polança Bay » en 1932. Elle avait séjourné à l'hôtel Ilha d'Or. La station est donc fréquentée en majorité par une clientèle anglaise et on peut effectivement apercevoir différents petits commerces de style de pub anglais. Nous retrouvons tout le long de la mer une promenade appelée The Pine Walk qui s'étend sur plusieurs kilomètres et qui rejoint le mirador de la Cruta pour le point de vue. Nous pouvons également nous étendre au soleil pour lire de bons livres, pourquoi pas des Agatha Christie. Nous, on peut relaxer et se détendre sur les petites plages que l'on retrouve tout le long de la promenade. L'eau est claire, turquoise et le sable blanc. Le paradis. Et on retrouve, bien entendu, une magnifique marina abritant des centaines de voiliers. Les grottes de Drache, soit Dragon en français, sont 4 grandes grottes situées en banlieue de la ville de Porto Cristo. Elles descendent jusqu'à une profondeur de 25 mètres et atteignent 2,4 km de longueur. Les 4 grottes nommées Grotte Noire, Grotte Blanche, Grotte Louis Salvador et Grotte des Français sont toutes reliées entre elles. Elles se sont creusées par l'action de l'entrée de l'eau de mer Méditerranée. Les chercheurs considèrent que leur formation pourrait remonter jusqu'à 23 millions d'années. Cette grotte Fut découverte en mars 1905. Très beau, avec une petite musique relaxante et étrange. L'humidité sera de la partie, alors personne claustrophobe, agoraphobe et faisant un peu d'embonpoint, abstenez-vous. L'une d'elles abrite un grand lac souterrain appelé lac Martel, en l'honneur d'Édouard Alfred Martel, son découvreur. Le lac mesure 115 mètres de long sur 30 mètres de large. Sa profondeur atteint 9 mètres. C'est l'un des plus grands lacs souterrains d'Europe. Des concerts de musique et de projections musicales y sont régulièrement présentés.
En voici d'ailleurs quelques extraits. Bist du mir nun ganz die Liebe? Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzensdeutschen, Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Papageno, 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 Papageno. Nous allons maintenant visiter l'aquarium de Palma, créé en 2007. D'une superficie de 12 000 mètres carrés, il dispose du plus grand bassin de requins d'Europe avec 3,5 millions de litres d'eau et de 8,5 mètres de profondeur. Il compte aujourd'hui 55 aquariums avec 8000 exemplaires de 700 espèces de poissons différents. On retrouve également ici à l'aquarium de Palma la jungle, qui représente le plus grand jardin sur toit d'Espagne et la plus grande collection de coraux vivants d'Europe. Alors je vous laisse explorer avec nous ce magnifique monde marin avec une petite musique d'ambiance.
OK, alors là, on a monté 504 marches. Et nous allons visiter encore tout en haut le Castillo de Belvert, qui veut dire le château de Belvert. Je vous en reparle dans quelques secondes ou quelques marches. Voici donc ce magnifique château de style gothique méditerranéen qui fut la demeure des rois de l'île de Majorque et qui fut construit au 13e siècle. Le roi de l'époque, Jacques II, le fit construire pour s'y installer car il était atteint de tuberculose et souhaitait une résidence dans un endroit au climat salubre. En 1343, il fut office de prison pour la famille de Jacques III, qui tomba lors de la bataille de Llullaimmajor. Au 14e siècle, une usine de fabrication de pièces de monnaie y a été installée et actuellement, il abrite un musée provincial d'archéologie et de peinture numismatique. Ce monument est sans aucun doute un des plus originaux et emblématiques de Majorque. Il est situé sur une colline de 112 mètres de hauteur. Il comporte un édifice de style gothique de forme circulaire avec une grande cour intérieure, également circulaire, flanquée de 4 grandes tours orientées vers les 4 points cardinaux. Cette fortification majorquine est unique en son genre. À partir de la guerre de succession d'Espagne, le château devint la principale prison politique et militaire de l'île. Lors de la guerre civile d'Espagne de 1936 à 1939, le château connut le moment le plus triste et amer de son histoire, avec l'emprisonnement de plus de 800 prisonniers républicains qui affirmèrent leur soutien au gouvernement légitime et démocratique élu. Alors, c'est dans la tour isolée qu'on appelle le donjon qu'ont été incarcérés les nombreux prisonniers au cours des années, comme en témoignent encore les innombrables graffitis réalisés durant la période de réclusion. Comme je vous disais, il sert actuellement de musée, en plus d'offrir un panorama extraordinaire sur la ville, le port et la mer qui l'entourent. El corombombero. El trigo concretó la florea, escogió la amapola y yo con mi dolor, el dolor a Loleta Ola y yo. Le bâtiment du Conseil de Majorque a été construit pour abriter l'ancien Conseil provincial. Cette construction impliquait la rénovation complète de l'ancienne prison municipale. Le lobby spacieux et richement décoré se distingue par le magnifique escalier qui mène à l'étage principal, qui abrite une grande galerie et la salle de session. Notre dernière visite à Majorque, le palais d'Almudaina. Il s'agit d'une résidence du roi d'Espagne construite au 13e siècle, initialement sur des ruines romaines. Cette forteresse était le noyau défensif de la ville et de la résidence du pouvoir politique de l'île à l'époque musulmane. Au début du 14e siècle, la forteresse est reconstruite par Jacques II de Majorque et ses descendants. Il en change substantiellement l'architecture en prenant modèle sur le palais du roi de Majorque en France. Durant la première moitié du 16e siècle, Charles Ier d'Espagne fait construire le dernier étage qui divise en deux le grand salon.
C'est ainsi que se termine notre séjour sur l'île de Majorque. Nous prendrons maintenant un vol intérieur d'environ 45 minutes pour nous amener à Barcelone, notre destination finale. Alors, bienvenue à Barcelone, la capitale cosmopolite de la région de Catalogne, ici en Espagne. Alors, cette ville de 6 millions de personnes est réputée pour son art et son architecture. Nous allons la visiter avec vous en autocar 2 étages touristique, à pied et en métro. Alors, nous vous invitons à participer avec nous aux différentes expéditions et découvertes que nous ferons ici à Barcelone. Barcelone est la deuxième ville d'Espagne en regard de la population, de l'économie et des activités. Située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les fleuves Llobregat et Besòs et bordée à l'ouest par la Serra de Collserola qui culmine 512 mètres. Elle est considérée comme ville mondiale en raison de son importance dans le domaine de la finance, du commerce international, de l'édition, des arts, du divertissement et des médias. Elle est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du monde, le parc Collserola, devant Central Park à New York. Ayant été fondée par les Romains, la ville devint la capitale des comtes de Barcelone, puis l'une des villes majeures de la couronne d'Aragon, avant de devenir la capitale de la principauté de Catalogne. Redessinée plusieurs fois pendant son histoire, elle est une destination touristique majeure et jouit d'un patrimoine culturel unique, et elle est également connue pour avoir accueilli l'Exposition internationale de 1929 et les Jeux olympiques d'été de 1992. Barcelone est donc un centre économique majeur qui jouit de surcroît d'un des principaux ports méditerranéens et du deuxième aéroport espagnol derrière celui de Madrid. Voici que nous nous dirigeons vers la bouche de métro afin d'aller visiter le centre-ville de notre ville hôtesse, Barcelone. Nous voici donc rendus en plein cœur de Barcelone et nous allons faire un tour de ville complet avec cet autobus rouge 2 étages, un autobus touristique inclus dans notre forfait. Voici maintenant placé tout au bout de la Rambla le monument de Christophe Colomb, construit pour l'Exposition universelle de Barcelone en 1888. Elle est directement située sur le site où Colomb est retourné en Espagne après son premier voyage vers les Amériques. Le monument rappelle que c'est à Barcelone que Christophe Colomb a rendu compte à la reine Isabelle et à Ferdinand après son voyage le plus célèbre. À l'intérieur du monument, on retrouve un très joli petit bistrot. Un ascenseur permet d'accéder au mirador situé sous la statue, d'où l'on peut jouir d'une vue panoramique sur le port et sur la Rambla. Voici l'Arc de Triomphe de Barcelone, construite en 1848 en tant que porte principale de l'Exposition universelle de 1888, située dans le parc de la Ciutadella.
Les portes vénitiennes étaient la porte d'entrée du parc des expositions, de l'exposition, cette fois-ci, de 1929. Le Musée national d'art de Catalogne présente diverses collections de différentes époques, que ce soit gothique, 14e et 15e siècle, Renaissance et baroque, 15e au 18e siècle, en plus de gravures et de dessins plus modernes. Mais parmi toutes les collections du musée, il faut citer celle d'art roman datant du 11e et 12e siècle. Le musée expose une série de peintures murales et de sculptures en bois qui la rendent unique au monde. Au pied du musée se trouve la magnifique fontaine magique de Montjuïc, constituée de bassins et de cascades. Elle a été construite à l'occasion de l'Exposition universelle de 1929. La construction a duré plus d'1 an. Dans les années 80, de la musique a été ajoutée. Le tout a été complètement restauré lors des Jeux olympiques de 1992. Cette fontaine est depuis l'élément principal d'un ensemble de jeux de lumière et d'eau qui illumine l'axe monumental situé entre le musée et la place d'Espagne. Nous voici maintenant rendus à Place d'Espagne, un point stratégique de la ville où on retrouve divers monuments et diverses activités. Las Arenas, construit en 1900, servait de stade pour les corridas, Il fut un temps où la ville de Barcelone comptait à elle seule 3 arènes. Depuis l'interdiction des corridas en Catalogne en 2011, Las Arenas est devenu un centre commercial haut de gamme. Tandis que la Plaza Monumental est un amphithéâtre accueillant des concerts et des foires en tout genre, y compris, ironie de l'histoire, le plus grand festival vegan d'Espagne. C'est ici qu'ont été organisées les dernières corridas de Catalogne, avant que n'entre en vigueur leur interdiction, votée par le Parlement régional à la suite d'une pétition de 180 000 signatures. Les billets d'admission pour ce dernier événement étaient officiellement entre 35 et 580 $ en fonction de l'endroit où se trouvait le siège. Cependant, sur le marché noir, certains billets se vendaient jusqu'à 2175 $. Située en plein centre de la place d'Espagne se trouve cette fontaine monumentale très impressionnante, construite elle aussi pour célébrer l'Expo de Barcelone en 1929. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Nous escaladons la colline en escalier mobile, pas mal moins fatigant, pour nous rendre au magnifique Parc Güell.
Le parc Güell est l'une des réalisations de l'architecte réputé catalan Antoni Gaudí. Il fut édifié entre 1900 et 1914 et restauré de 1984 à 1993. Le parc Güell est avant tout un jardin, seules quelques constructions à l'intérieur du parc ayant été achevées, comme les 2 maisons en forme de champignons encadrant l'entrée. Le trancadis, une technique de mosaïque utilisant des morceaux cassés et dépareillés de faïence ou de verre de couleur, est abondamment utilisé sur les bâtiments, les fontaines, le banc principal et d'autres constructions du parc. Une fois le portail passé, nous nous trouvons devant des escaliers avec des îlots fontaines au centre, en particulier l'emblématique fontaine en forme de salamandre. À la place de la nature, nous pouvons voir le plus long banc ondulé du monde, mesurant 110 mètres, soit 361 pieds. Le calvaire, qui est le plus haut point de la colline, se compose de 3 croix, dont la plus grande représente Jésus. Elles sont disposées en direction des points cardinaux. La Sagrada Familia, qui en français signifie le temple expiatoire de la Sainte Famille, est une basilique dont la construction a commencé en 1882. C'est l'un des exemples les plus connus du modernisme catalan et un monument emblématique de la ville. Elle est l'œuvre inachevée de l'architecte Antoni Gaudí. Les parties du monument réalisées du vivant d'Antoni Gaudí sont la crypte et la façade de la Nativité. Puisqu'il s'agit d'un temple expiatoire, les travaux sont exclusivement financés grâce à l'aumône et les dons. En conséquence, il n'a pas été possible de construire simultanément les différentes parties du monument lorsqu'il l'eût fallu, mais depuis les années 1990, l'affluence des visiteurs et le renom mondial de l'œuvre ont fait évoluer la situation économique. La Sagrada Familia est le monument le plus visité d'Espagne, dépassant l'Alhambra de Grenade et le musée de Prado à Madrid. Elle attire en moyenne plus de 3,2 millions de visiteurs par année. La basilique a été consacrée par le pape Benoît XVI en 2010. Le projet présenté par Gaudí, alors âgé de 31 ans, prévoit la construction d'un temple à l'architecture issue de son imagination personnelle, de tendance naturaliste moderniste, formé entre autres de 3 façades de 18 tours, dont 12 pour symboliser les apôtres, 4 pour les évangélistes, 1 pour la Vierge Marie et au centre pour symboliser Jésus-Christ. Gaudí souhaitait que le temple reflète l'histoire et les mystères de la foi chrétienne. Ainsi, les 3 façades représentent 3 étapes de la vie du Christ: la Nativité, la Passion et la gloire. Il voulait faire de cette église l'édifice le plus haut de Barcelone. Pour soutenir sa charge,
Il introduit de nouveaux moyens architecturaux jamais utilisés jusque-là en construction. La longueur de la basilique est de 120 mètres, soit 394 pieds, et la largeur 45 mètres, soit 148 pieds, pour une capacité d'accueil de 14 000 personnes. Gaudí a dédié le reste de sa vie à cette œuvre et consacre ses 15 dernières années exclusivement à sa réalisation, et en 1891, les travaux de la façade de la Nativité commencèrent. Il mourut à cette tâche alors que l'église était à peine commencée. Renversé par un tramway, Antoni Gaudí décéda le 10 juin 1926. Il est actuellement enterré dans la crypte, dans la chapelle dédiée à la Mère de Dieu. Depuis sa mort, 8 architectes ont pris la relève et depuis 2022, les travaux sont sous la direction de Jordi Folli i Oller, considéré comme le gardien du concept ultramoderne de Gaudí et le garant de la bonne fin de son chef-d'œuvre absolu. D'après des estimations basées sur les avancées des techniques modernes et la croissance des dons, la construction aurait dû s'achever en 2026, estimation d'avant COVID, pour le centenaire de la mort de Gaudí. Toutefois, les travaux de finition devraient continuer encore au moins jusqu'en 2031. Le 11 mars 2020, à cause de la pandémie, la construction a arrêté et la basilique fut fermée. C'est la première fois que la construction a été stoppée depuis la guerre civile. Les grandes fenêtres qui forment les murs du temple ont été conçues par Gaudí de formes différentes afin de réaliser une progression entre les styles des autres architectes qui lui succédèrent. Voici les colonnes dont je vous parlais antérieurement, celles qui représentent les apôtres, Marie et Jésus. Elles sont tout simplement magnifiques. Une tradition ancienne et souvent méconnue associe chacun des 4 évangélistes à 4 créatures différentes. Dans l'art chrétien, on trouve très souvent un motif appelé le tétramorphe. C'est le terme employé spécifiquement pour nommer les représentations des 4 évangélistes, chacun étant accompagné ou représenté par une créature. 3 d'entre elles sont des animaux, alors que la dernière, celle qui représente Saint Matthieu, est humaine, mais angélique. Je vous laisse découvrir les différents détails de cette merveille de l'architecture, accompagnée de musique de circonstance, et on se revoit pour le mot de la fin. Ceci met fin à notre voyage en Espagne, dans les îles Canaries et en région Catalogne, en espérant que le montage que j'ai fait a su vous plaire.
Alors, nous avons apprécié l'aspect d'avoir visité 2 îles et par la suite une grande capitale qui est Barcelone. Mais nous aurions aimé rester ici plus qu'une journée et demie. Alors, nous avons présenté un bref aperçu de ce que peut vous présenter cette magnifique ville. Nous allons sûrement y revenir, ce n'était qu'un bref aperçu. À bientôt pour un autre voyage en Colombie. Hasta luego!